Simplement pour faire une petite intro avec ce qu'on va aborder aujourd'hui, mettre l'IA au cœur de nos programmes, c'est super. Simplement, l'IA va nous demander un préalable. Ce préalable, eh bien, c'est tout simplement également de pouvoir connaître les systèmes, les contraintes, les champs d'exploitation, afin de vous fournir, vous, futurs professionnels des métiers du design et de l'image, les éléments et les outils les mieux adaptés à vos métiers. Mais pour ce faire, ce préalable, eh bien, il va nous demander quelques petites choses à mettre en place. Et même si tout va vite dans le monde de l'IA, il va falloir qu'on évite la précipitation. Pour ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place? La stratégie de l'école de Condé va être simple. C'est de tester, élaborer, expérimenter. Et pour ce faire, accompagné de Sonia Logier, qui est notre référente IA pour les écoles de Condé, eh bien, nous nous sommes associés et plutôt, on va dire plutôt, on est en partenariat avec la EDE, qui est la grande école des arts et du design de Genève. On a mis en place un comité de pilotage au sein du campus de Paris, si je ne me trompe pas. On est exclusivement sur le campus de Paris, c'est ça? Oui, super. Avec ce comité de pilotage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on expérimente, on teste des outils, on teste des contenus et des évaluations liées à l'IA. En plus de ça, qu'est-ce qu'on met en place? Eh bien, on est en train, comme aujourd'hui, de mettre en place un cycle de conférences pour rencontrer ces professionnels, ceux qui ont une expertise pour l'instant, ceux qui pour l'instant ont également un retour, une expérience, et vous allez voir, on va être riche de leur savoir après cette rencontre-là. Et puis enfin, qu'est-ce que l'on met en place? Eh bien, on teste des formats pédagogiques, également par des ateliers, des workshops, comme on a pu le faire en début d'année, sur le workshop avec les masters, sur tous les campus et sur tout le territoire des écoles de Condé. Et enfin, tout ça pour quoi faire? Eh bien, tout simplement pour nous permettre de vous donner la possibilité d'avoir un parcours pédagogique qui répond, comme je disais tout à l'heure, aux attentes de nos métiers, à la fois du design et de l'image. Nous sommes partis sur un axe, sur 4 axes d'ailleurs pour ce parcours pédagogique, avec 4 mots forts. Le premier, c'est initier à la culture critique de ces systèmes. Deuxième axe, c'est former aux nouveaux outils. Le troisième, vous accompagner à la construction de votre identité individuelle pour chacun et chacune. Et enfin, de tendre vers une pratique professionnelle. Comme je disais, cette première rencontre fait partie d'un cycle. On ne va pas pouvoir aborder aujourd'hui tous les sujets. On va se concentrer aujourd'hui sur la pratique, sur la mise en œuvre de réalisations créatives avec de l'IA. Mais dans la suite, nous aurons également dans ce cycle une conférence qui sera dédiée exclusivement aux droits patrimoniaux, comment se faire payer, aux droits de reproduction, et bien sûr aux droits d'auteur qui sont liés à toute création réalisée avec et accompagnée de l'IA. Voilà. Pour commencer en petit préambule, je vais laisser la main à Sonia et surtout laisser la parole à nos invités qui puissent se présenter avec plaisir. Et je suis très curieuse de la suite. Bonjour. Je vais commencer par vous présenter nos invités très rapidement. Et pour par la suite donner une petite couleur à la constitution de cette table ronde, je vais vous introduire le sujet par lequel on a abordé cette table ronde aujourd'hui. Et ensuite, je laisserai nos invités en fait présenter plus précisément leur travail et leur approche. Et ensuite, nous aborderons les questions de la table ronde. Donc, nous avons invité Geoffrey Dorn, qui est graphiste numérique. Je vais le dire très bêtement pour l'instant, et puis vous aurez tout le loisir de rendre ça beaucoup plus subtil. Julien Paco, qui est illustrateur, et le duo de Simon Broadbeck et Lucie de Barbua, qui sont tous les deux photographes. Donc nos 4 invités ont une pratique
créative, artistique des systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est dans ce sens que nous les avons conviés pour qu'ils ont accepté de partager avec vous leur approche et leur pratique des IA génératives. Donc pour introduire un peu le thème de cette table ronde, je propose de vous parler du lien entre l'art et la machine qui parcourt l'histoire de l'art. Donc je vous fais une petite introduction qui j'espère ne sera pas trop longue. Et ensuite je laisse la parole à nos invités pour qu'ils présentent leur projet, leur pratique. Nous sommes avec l'émergence des systèmes d'IA génératives à nouveau confrontés à des questions et des appréhensions qui, dans l'histoire de l'art et depuis les grottes préhistoriques et l'art pariétal, ont été réactivées à chaque apparition d'un nouveau médium, d'une nouvelle technique ou d'une technologie. À chacune de ces apparitions matérielles, les artistes se sont saisis de l'opportunité d'explorer de nouvelles formes, interrogeant ce faisant tout à la fois l'acte de création et l'organisation de la société de leur temps, en nous parlant d'art, d'imaginaire, de temps, de science, d'économie, de technique, de philosophie et de politique. Avec la révolution industrielle et la modernité, la mécanisation et l'automatisation sont entrées dans nos cultures matérielles. De la photographie au cinéma, de l'informatique à la robotique, les artistes ont exploré ces médiums comme nouveaux supports d'expression, à la recherche de formes nouvelles, questionnant l'art lui-même, la place du créateur, l'acte de création, le statut de l'œuvre, celle du regardeur et le rapport au temps. Et très rarement dans l'histoire, les artistes ont succombé à un usage servile ou aliénant des machines. Ils ont le plus souvent cherché à contrarier la rationalité des machines et à questionner la démiurgie de la technologie. Depuis plus de 60 ans maintenant, des plasticiens programment des ordinateurs ou créent des machines qui, elles-mêmes, à leur tour, créent des œuvres que ces artistes ne pourraient créer seuls. Ils travaillent en collaboration avec des systèmes automatisés ou robotiques qu'ils ont conçus, des programmes intelligents et créatifs capables de produire des formes inédites. Je peux citer ici quelques artistes précurseurs, comme Jean Tinguely en 1954 avec ses sculptures qui peignent, les Metamatics, le danseur cybernétique de Nicolas Schoeffer en 1956, qui était une sculpture automatisée qui dansait en interaction avec le public. En 1964, c'est Nam June-paik avec son robot K456, un robot à taille humaine qui parle, qui joue de la musique, qui marche et qui défèque. Et les précurseurs du dessin algorithmique et du design génératif, comme Manfred Mohr en 1971 avec ses tableaux algorithmes, ou Vera Molnar, que vous avez la chance de pouvoir, dont vous avez la chance de pouvoir voir le travail en ce moment au Centre Pompidou, et ses tableaux génératifs. Peinture, dessin, sculpture, mobile, installation immersive, musique, cinéma, architecture, design. Ces œuvres, issues d'alliances entre artistes, ingénieurs, robots et regardeurs, remettent en question l'autorité de l'artiste et nous confrontent à la question abyssale de la création sans jamais venir à bout ni de la question de l'art, ni de celle de l'artiste, ni de celle de la machine. Elles nous donnent à voir le trouble du travail avec les machines, plutôt qu'elle ne nous trace une frontière nette et identifiée entre l'artiste et la machine. Pour ouvrir cette table ronde, je reprendrai les mots de l'artiste Grégory Chatonsky. L'art n'est nullement l'extériorisation d'un génie humain dans une matière, une forme et un usage déterminé, mais il est la rencontre égarante avec une matière technologiquement organisée. Nous avons ainsi invité des artistes, concepteurs, créateurs qui pratiquent ces nouvelles technologies d'IA générative afin d'explorer et de comprendre avec eux ce qui est à l'œuvre dans leur process de création et dans le travail avec ces systèmes. Comment se passe pour eux cette rencontre égarante avec les IA génératives? Donc, je passe la parole à Lucie et Simon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc pour nous présenter en deux mots, avec Lucie, donc nous formons un duo d'artistes depuis 2005, donc c'est un travail maintenant qui commence à s'étendre un peu sur la durée. On explore vraiment, si on veut, les images, c'est-à-dire vraiment tout ce qui influence un peu notre société, notre quotidien. Et c'est vrai que l'évolution des technologies est quelque chose qui a vraiment un peu arpenté notre pratique depuis le début.
Mais voilà, la question qui est principale dans notre travail, c'est vraiment celle de la photographie. On a utilisé vraiment l'installation, la vidéo, la sculpture parfois, et évidemment la photographie, mais toujours pour venir explorer la question, le questionnement de la photographie dans son histoire, dans son évolution et dans le rapport qu'on a avec elle. Et donc, pour faire assez court, en 2019, on a fait partie d'une bourse lancée par le Jeu de Paume et le Centre national des arts plastiques, qui s'intitulait Images 3.0. Donc, c'était vraiment un questionnement sur les images, sur l'évolution un petit peu des technologies, du rapport qu'on a aux images dans le monde contemporain. Et à partir de là, on a fabriqué vraiment avec des techniques très spéciales qu'on appelle la CGI, donc c'est ces techniques de fabrication d'effets spéciaux, une personne dont on a fait une sorte de série de portraits photographiques très classiques. Et à ce moment-là, en parallèle de ce projet, sont arrivées les premières versions vraiment d'IA générative d'images, dont on entend beaucoup parler dernièrement, et qui donc se rapprochaient vraiment du rendu photographique. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé donc à ce moment-là. Et très vite, lorsqu'on a terminé ce projet avec le Jeu de Paume, on a commencé à explorer l'IA, en tout cas la manière dont elle vient s'insérer dans notre quotidien, c'est-à-dire celui de la photographie. Et on a réalisé donc un projet sur 2 ans, entre 2021 et 2022, où on est venu reconstituer une histoire de la photographie à travers les toutes premières versions de Midjourney. Donc c'est vraiment l'IA générative d'images un peu grand public que chacun maintenant a dans les mains. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de venir questionner cet outil vraiment de manière très très large. On reviendra un peu plus tard sur le détail. Mais voilà, pour questionner vraiment le rapport à l'image, mais aussi toutes les choses qui sont vraiment une composante même de cet outil, c'est-à-dire la manière dont il fonctionne, en partant d'autres images, en partant de mots-clés, en venant questionner le droit d'auteur, en venant questionner les biais, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu étrange dans les premières versions de ces outils, et en venant aussi explorer la capacité créatrice de ces outils et une sorte de nouvelle esthétique qui a pris forme à ce moment-là. Le projet s'appelle Histoire parallèle et l'idée c'était vraiment de mettre de côté, on va dire, 300 images les plus importantes, mais c'est aussi des images personnelles, on va dire, qui nous touchent. Et à partir de là, on a dialogué avec la machine et donc on a essayé de retrouver, on va dire, les images originales, mais sans nommer le photographe. Donc c'était vraiment un travail d'écriture et de dialogue avec la machine, parce que les premières images sont effectivement très éloignées de l'original. Donc on a vraiment essayé de dialoguer le plus longtemps possible pour arriver à se rapprocher au plus près des images. Donc ici on a une image d'Annie Leibovitz qui photographie John Lennon et Yoko Ono. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la version originale, John Lennon est nu, et Yoko Ono est plutôt habillée comme femme protectrice. Et l'IA n'a pas voulu nous présenter un homme nu. Donc là, on se rend compte un petit peu des choses qu'on ne peut pas faire non plus avec l'IA. Voilà, c'est assez formaté, la nudité est compliquée. Et du coup, pour nous, c'était intéressant, voilà, de se confronter avec toute cette vision de la machine. Alors bonjour, je m'appelle Julien Paco et je pratique une technique depuis le début des années 2000 qui s'appelle le collage numérique. Moi, j'ai pas fait d'école d'art, j'ai fait une école de cinéma et en fait j'ai commencé à expérimenter avec les ordinateurs au début des années 2000. Je connaissais pas trop cet univers-là et je me suis aperçu qu'on pouvait faire plein de choses vachement intéressante, voilà, avec l'ordinateur. Et au départ c'était Photoshop. Ça c'est voilà un exemple d'image que j'ai commencé à créer au début des années 2000. Et à l'époque il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux. Il y avait un réseau qui s'appelait DeviantArt pour les artistes. C'était un peu le seul endroit où les gens pouvaient poster leurs travaux. Et j'ai commencé à publier en ligne ce que je faisais. Et par ce biais-là, finalement, mon travail a commencé à être un peu reconnu. J'ai eu des commandes qui sont arrivées, comme par exemple ces images-là qui ont été
des images faites pour une pochette de disques pour le chanteur Armand Méliès. Et également, ce qui est devenu ensuite mon métier, c'était pas prévu du tout. Hein. Moi, au départ, je faisais ça comme un passe-temps. Et j'ai une agence d'illustration m'a contacté, m'a demandé si ça m'intéressait de faire des images en étant payé pour. Oui, pourquoi pas. C'était inattendu, mais je me suis lancé là-dedans. Et puis voilà, j'ai commencé à créer ces collages illustratifs, on va dire, beaucoup pour la presse, comme ces images-là, pour Les Inrecuptibles, Citizen Car. Et tout en poursuivant un travail de collage personnel, en utilisant comme matière première voilà, des images anciennes, trouvées, alors au début scannées, j'allais beaucoup acheter de vieux magazines dans des brocantes, des vides-greniers, et puis au fur et à mesure des années, on a commencé à trouver beaucoup de choses en ligne. Donc je me suis fait constituer toute une base de données comme ça, d'images qui sont devenues la source de mes collages. Voilà d'autres exemples d'illustrations de commandes, des affiches de festivals, des illustrations de presse. Et en parallèle, toujours un travail personnel. Voilà, et je continue à vous montrer quelques exemples. Alors tout ça, c'est des images dont la source sont des images, des photos anciennes récupérées, découpées, réassemblées sur ordinateur. Et alors en 2021, j'entends parler d'IA. Moi j'ai toujours été assez intéressé par tous les nouveaux procédés technologiques, enfin, c'est quelque chose qui me plaît en général d'explorer. Et j'ai commencé à faire des tests de ce qu'on pouvait créer comme image à cette époque-là, et c'était encore des résultats très très étranges et abstraits finalement. Donc je ne voyais pas comment vraiment réussir à créer quelque chose qui m'intéressait avec seulement l'IA. Donc je l'ai utilisé en mélangeant finalement des photos et ces résultats abstraits que j'ai recomposés. Là, dans ces exemples-là, je pense qu'il y a peut-être une dizaine de générations différentes qui ont été découpées, recomposées, recolorisées. Enfin, voilà. Mais je commençais déjà à cette époque-là à entrevoir le fait que peut-être que je pourrais changer de matière première, c'est-à-dire peut-être ne plus utiliser cette source de photos qui composaient mes collages, quoi. Et voilà, au fur et à mesure, 2022, donc ça c'est un an après, j'ai commencé Midjourney aussi à utiliser Midjourney. Donc ça c'est des collages qui sont faits exclusivement avec des morceaux d'images créées par Midjourney. Voilà. Et là, on voit par exemple que les personnages commencent à être réalistes, quoi. Enfin, on n'est pas encore à quelque chose qui est photoréaliste, mais presque. Pour cette image-là, c'est un mélange aussi d'une photo et de ces rochers flottants dans l'air qui sont là créés complètement par l'intelligence artificielle. Et là, depuis l'année dernière, j'ai commencé à vraiment créer des collages 100% à partir d'images IA, alors qui peuvent être créées soit par Midjourney, soit par Stable Diffusion. Ce sont les deux systèmes que j'utilise moi. Et voilà. Et alors pour ce qui est de mon travail de commande, d'illustration aussi, j'ai commencé à l'intégrer. Pour l'image de gauche, là, l'illustration pour le magazine EDF, c'est un mélange également de photos et de création IA. Pour cette image à gauche aussi, c'est une image pour un podcast qui n'est pas encore sorti, mais on me demandait de créer alors c'est un podcast qui parle de mode. J'avais dans l'idée de faire des personnages qui portaient des tenues pas identifiables, qui correspondaient pas vraiment à un style particulier. Et l'IA m'a vachement aidé justement à créer des personnages
qui ont un look indéfinissable, en fait. Voilà. Et à droite, c'était une illustration pour un journal suisse, Le Temps, qui parlait de vidéosurveillance. Bah, toutes ces caméras de vidéosurveillance ont été... je me suis servi d'IA pour les créer. Voilà, ça c'est quelques exemples d'images brutes, finalement, de sorties d'IA, selon les deux systèmes que j'utilise, Midjourney ou Stable Diffusion. Et ça, ce sont certains de mes collages les plus récents aussi qui utilisent 100% d'IA. En fait. Voilà. Et c'est à toi. Okay. Bon, déjà, bonjour tout le monde. Puis merci pour l'invitation aussi, c'est un plaisir. C'est la première fois que je viens dans cette école, donc je suis honoré. J'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai que 5 minutes, donc je vais essayer d'être rapide. Bon, déjà, bonjour. Moi, je m'appelle Geoffrey Dan, je suis designer. Alors, designer graphique, designer numérique, designer en tout genre. Mais j'essaie de faire un court témoignage. En 5 minutes, c'est pas évident, mais ça reste quand même un témoignage. Moi, je suis designer donc indépendant. Après, peu importe ce que je fais, j'essaie d'être indépendant. Ça fait 20 ans que je suis indépendant et mon objectif, c'est de rester indépendant. Donc, j'essaie d'œuvrer en ce sens. Et comme c'est écrit, je fais du graphisme, du numérique, j'enseigne aussi, je suis auteur, j'ai été aussi chercheur, je fais des conférences, etc. Bref, je fais pas mal de choses assez différentes. Et puis ce matin, j'étais là, dans un tout petit village de 1000 habitants. J'ai quitté notre belle capitale il y a plusieurs années, et donc c'est juste pour vous situer de là où je travaille. Donc très loin des IA, on va dire. Hein. Ça c'est mon village. Bon, c'est pas ma maison, mais voilà, c'est mon village l'hiver dernier. C'est une vraie photo. Hein. Je vais pas le préciser à chaque fois quand c'est des vraies photos ou des photos par IA. Donc ça c'est mes collègues de travail. Là aussi, ça c'est des gens avec qui je travaille, des éleveurs de moutons. Ça c'est voilà, quand on fait des entretiens utilisateurs. Ça c'est les startups du coin, hein, voilà. Ça c'est les grands espaces de coworking dans lesquels on va. Et ça on travaille aussi parfois en remote, ou je sais pas, on prend la voiture, on s'installe avec les ordis et on bosse aussi dans la forêt. Je fais plein d'activités, j'ai pas forcément tout détaillé. J'ai un blog depuis presque 15 ans qui s'appelle graphis.fr, que vous connaissez peut-être. J'ai un atelier design qui s'appelle Design and Human. J'ai un labo de design qui s'appelle Labo MG. Je fais des affiches. J'ai fait un podcast qui s'appelle Fronde. J'ai créé une formation à Paris qui s'appelle l'étape design pour des jeunes décrocheurs. Je fais des conférences. J'ai sorti un bouquin qui s'appelle Hacker Citizen, un autre qui s'appelle Hacker Protester. Je fais des workshops, j'enseigne, j'illustre, je fais l'illustration et je travaille le bois aussi. Et récemment, j'ai fait une formation de tournage sur bois. Pour ceux que ça intéresse, bah, c'est vachement bien. Je vous invite à le faire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me chercher sur les internets. Évidemment, n'utilisez pas Google et tout ça, utilisez DuckDuckGo, Ecosia et tous les moteurs de recherche qui respectent un peu votre vie privée. J'espère qu'on pourra échanger aussi après. Vous pourrez me dire aussi plus ou moins ce que vous faites ou tout ça. Et si vous voulez avoir un aperçu global de mon travail, c'est sur mon site, et vous avez les archives, et il y a 20 ans d'archives d'images. C'est que des images, j'ai pas d'écrit parce que c'est long à écrire. Mais voilà, au moins les images parlent d'elles-mêmes. Ce qui m'occupe la plupart du temps aujourd'hui, c'est les éditions HTKR que j'ai créées il y a 1 an maintenant. Et l'objectif, c'est de faire des projets de résistance au sens large du terme. Avec ce premier livre que j'ai sorti en 2000, il y a 8 ans maintenant, donc je vous laisse calculer, 2016 je crois, qui s'appelait Hacker Citizen. Ce qui était rigolo, c'est qu'à l'époque les IA n'existaient pas, mais j'essayais de me battre contre les IA justement, notamment les IA de reconnaissance faciale. Et dans ce livre, j'invitais les citoyens à se réapproprier la ville, l'espace urbain, et donc déjouer les systèmes de surveillance, notamment, mais pas que, partager la culture, etc. Et en fait, mon projet de diplôme, quand j'étais étudiant, que j'avais votre âge, c'était justement sur notamment la reconnaissance faciale et comment on détourne les intelligences artificielles qui reconnaissent nos déplacements, quand on s'arrête, est-ce qu'on est en train de courir ou pas dans un métro, etc. Il y a 2 ans, j'ai sorti Hacker Protester. Là, c'est un livre où j'ai pas 50 projets, mais il y en a 100. Et là, c'est pas des projets pour se réapproprier la ville, mais c'est des projets pour lutter en tant que citoyen, pour se protéger des gaz lacrymogènes, pour se défendre des attaques en manifestation, pour fabriquer des banderoles, etc. C'est vraiment un kit où il y a 100 projets, un guide pratique, on va dire, 100 projets de lutte citoyenne. J'ai aussi fait ça pour les étudiants, si ça vous intéresse. C'est un petit manuel de désobéissance étudiante en école de design. Vous irez taper ça, vous irez chercher ça. Il y a 6 idées de résistance et de désobéissance étudiante. Je vous laisserai aller voir ça. Ça ravira vos enseignants et j'ai certains directeurs d'école qui l'ont affiché dans leur bureau. Je fais aussi des affiches des affiches augmentées sur le hacking, sur l'anarchie, sur la presse alternative.
sur comment on peut hacker le système au sens large. Et voilà, des pictos sur des disquettes aussi, des allumettes où c'est écrit justice ou apaisement social. Bref, et en fait, tout ce que vous voyez là, pour l'instant, ce sont des choses qui sont graphiquement illustrées, dessinées, et ça c'est le dernier projet qui va sortir. C'est un livre sur Madeleine Pelletier, c'est une jeune fille en 1900, une jeune fille de 15 ans qui était anarchiste et féministe, et ça raconte un peu son parcours. Et donc l'IA, évidemment, moi l'IA, vous l'avez compris au départ, j'aime pas l'IA. Elle est là pour nous traquer, pour nous surveiller, pour reconnaître si on est un homme, une femme, si on se déplace vite ou pas vite, si machin, pour mettre des amendes aux véhicules s'ils vont trop vite ou pas assez. Bref, sauf que l'IA, évidemment, on en a parlé, c'est un nouvel outil dans la boîte à outils pour continuer de désobéir, de militer ou d'œuvrer à une justice sociale et environnementale. Et donc là, j'ai fait récemment cette affiche sur l'éco-sabotage où chaque petit animal possède un QR code et en fait les animaux ils sont générés en IA. Évidemment, je les génère puis après je les réimporte sur Illustrator, je les vectorise, je les déforme, je les complète. C'est une matière première en fait que je vais utiliser. Pareil, j'utilise beaucoup l'IA pour faire de la complétion d'images. Ça c'était le nouveau slogan du gouvernement, je baisse, j'éteins, je décale et je lève le pied pour qu'on arrête de consommer. Et ils l'ont sorti quasiment en même temps que le grand repas du roi Charles d'Angleterre. Et la seule photo qui était sortie, c'était une petite photo. Et moi, ça m'arrangeait pas pour faire mon affiche. Donc j'ai demandé à Photoshop d'augmenter. Donc il y a des IA dans Photoshop évidemment qui servent à augmenter l'espace en fait invisible. Donc ça m'a permis juste d'un point de vue technique à avoir de la place. J'ai fait pareil avec cette affiche. J'avais pas de ciel et j'avais pas de sol et ça m'a permis d'augmenter. Pareil, là j'avais besoin de rajouter un drapeau noir. J'ai rajouté un drapeau noir avec Photoshop. Là pareil, je voulais mettre du feu dans l'arbre. Voilà. Donc vous voyez, c'est des petits morceaux, c'est des petits bouts qui m'aident à faire ça. Puis parfois je me bataille. Là c'était la Légion d'honneur à Patrick Pouganet qui est le directeur de Total. Donc on lui a remis une Légion d'honneur. Hein. Et donc je voulais mettre la Légion d'honneur dans du pétrole, mais c'est un peu compliqué parce que Photoshop il nous censure évidemment, vous le savez. À l'époque on pouvait pas scanner des billets. Maintenant on peut pas retoucher des corps humains nus par exemple. Et ben il voulait pas créer du pétrole sur une Légion d'honneur. Donc j'ai dû feinter, tricher, lui dire que c'était pas du pétrole mais que c'était un liquide vert. Et finalement après je l'ai teinté en noir. Enfin voilà. C'était assez compliqué. Puis ça me sert aussi parfois à créer des visages qui sont difficiles à avoir en photo, comme Napoléon ou Jeanne d'Arc. Évidemment, il n'y a plus beaucoup de photos d'eux, et donc de pouvoir travailler à partir de très belles photos imaginaires réalisées sur une journée, ou créer des visuels qui sont des combinaisons. J'aime bien les mots valises un peu. Donc là, c'est des images valises entre une Coupe du Monde et une tête de mort pour la Coupe du Monde du Qatar, ou alors carrément aller essayer d'utiliser les IA qui permettent de mettre de la typo, mais dans des images. Et donc ça, c'est le 49.3 à l'Assemblée nationale, où en fait les rideaux écrivent 49.3 directement avec les rideaux et l'architecture. Donc là, en termes d'IA, j'ai essayé de pousser ça un peu loin. Et puis je continue de faire des recherches sur de la génération d'éléments on ne peut plus naturels, mais avec des éléments artificiels qui sont les IA. Moi, vous avez compris, j'aime bien faire des trucs en bois, donc je demande aux IA d'imager des trucs en bois, puis après j'essaie de les refaire, comme des outils par exemple aussi. Et puis vu que je suis graphiste, j'aime bien le graphisme, et donc j'ai demandé à des IA pour explorer comment augmenter des affiches de mai 68 notamment, et qu'est-ce qui se passait autour. Donc j'ai pris l'affiche, et puis j'ai demandé à l'IA de me générer ce qu'il y avait autour. Donc il y a des choses assez diverses et variées, mais c'était plutôt pour l'exercice graphique. J'ai aussi pas mal de pictos que je retouche, que je retravaille. Des visuels pareil que je retravaille après que je trame en bitmap pour perdre le côté parfois trop fictif ou artificiel de l'IA et pour retrouver un côté très brut. Et puis le dernier projet là, sur lequel je travaille, c'est IAFP, c'est l'illustration des actualités par une IA, des actualités de l'AFP. Donc j'ai fait ça il y a 2 ans maintenant, pour m'amuser, pour tester. Et puis j'ai fait ça aussi sur de la publicité. Et parfois les IA font des meilleures pubs que les publicitaires. Et là j'ai avec une médiathèque pour faire de la pédagogie sur les fake news et sur la désinformation. C'est un dernier projet, donc j'ai repris ce concept de IAFP, donc on prend des dépêches de l'AFP et je les génère en IA. Voilà, donc ça vient, c'est à destination d'un jeune public pour justement, et c'est accompagné évidemment avec des personnes qui vont faire de la pédagogie autour de ça. Et donc je génère comme ça des images juste en prenant le titre de l'AFP et ça vient questionner un petit peu la véracité des images, la véracité des actualités, les fake news et tous ces sujets-là. C'est vraiment une démarche pédagogique. Ce sera à Toulouse fin mars, début avril, je crois. Et puis des fois, ça fait des images assez étranges avec la tempête Louis. Là, elle a un vrai visage, cette tempête. Bref, c'est un projet en cours. Et pour conclure, j'aurais fait 9 minutes, je suis désolé. Pour moi, le design, ça reste outil des engagements. Donc en fait, les outils, c'est une boîte à outils. Les IA en font partie. Ce qui est bien, c'est que maintenant, avec les IA, je peux continuer à lutter contre les fameuses IA du début qui me plaisaient pas forcément. Et donc, ça vient de toute façon m'aider à questionner ces sujets-là sur pourquoi on lutte, pourquoi moi je lutte, pour
comment s'engager aussi. Moi, c'est avec le graphisme et le design. Et puis aussi, quel designer être dans les pratiques. Il y en a plein de différents. Et moi, c'est des questions que je me pose au quotidien. Et puis, qui être, évidemment, parce que je suis designer, pas de 9h à 18h, mais toute ma vie, tout le temps. Donc, voilà. Et c'est plein de questions. Et voilà, je me suis arrêté là. Merci pour votre écoute. Merci à vous. J'ai l'impression déjà que par le panorama de vos réalisations, une première question, vous avez déjà répondu à une première question. Peut-on garder une écriture singulière? A priori, oui. Je vais laisser la parole à Sonia pour débuter l'échange. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci beaucoup pour ces présentations très riches. Puis effectivement, on voit se dessiner les pratiques de chacun dans vos domaines. La première question que je voudrais aborder, qui est un peu large en fait, et à laquelle vous avez commencé à répondre, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans l'essence du bricolage que vous mettez en œuvre, c'est comment l'IA peut ouvrir des processus de création. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces systèmes et dans le dialogue, comme vous disiez, ou l'interaction avec ces systèmes, qui ouvre, qui vous permet de générer, d'inventer de nouveaux process de création. Je ne sais pas qui a envie de répondre en premier. Pour nous, ce qui était intéressant, c'est qu'en photographie, du coup, on pouvait créer des images historiques, entre guillemets. On s'est rendu compte que c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir reconstituer un Paris du 19e avec juste simplement des mots-clés. Finalement, il arrive très bien à restituer une ambiance, un décor tout à fait plausible. Pour nous, je pense que c'était aussi, je crois que les IA en fait sont très larges, comme vous disiez tous les deux aussi. C'est une technique, une technologie qui existe depuis très longtemps. Donc là, elle arrive dans l'image d'une certaine manière. Mais ce qu'il faut se dire, surtout à votre âge entre guillemets, c'est c'est un outil évidemment, et c'est un outil qui couvre vraiment tous les domaines et qui va couvrir de plus en plus tous les domaines. Donc c'est une sorte de facilitateur, c'est une sorte d'outil, vraiment un nouvel outil dans la boîte. Et avec ça, en fait, on peut, ou non d'ailleurs, décider de l'intégrer dans son processus de création. Et nous, on a essayé d'avoir une approche un petit peu plus large, d'une certaine manière, en ayant une sorte de regard critique, d'un point de vue positif comme négatif, mais sur l'outil lui-même et sur le rapport qu'il a avec la photographie. Mais ce qu'on voit ces dernières petites années, ces derniers mois se développer, c'est vraiment des outils dans tous les domaines, dans le montage, dans l'écriture évidemment avec ChatGPT, mais dans le montage, dans l'image, ensuite dans la manière de upscaler, donc d'agrandir, de transformer des images. Vraiment, il y a dans tous les domaines, il y a des possibilités. Donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir à quel point ces possibilités ou certaines petites possibilités de ces outils peuvent vous intéresser et peuvent être intégrés dans un domaine de création qui vous est proche. Oui, je crois que moi aussi, ce qui m'a séduit dans ce nouvel outil, c'est que moi j'ai toujours travaillé finalement à partir d'une matière première préexistante, puisque le collage, finalement, on part de choses qui existent déjà, qu'on se réapproprie et qu'on va transformer pour arriver à une vision personnelle finalement. Et je pense que l'IA, ça m'a permis d'ouvrir un champ de possibles énorme, parce que moi j'ai toujours créé de manière très très instinctive, sans prévoir à l'avance, en faisant beaucoup confiance aux accidents et à la surprise de tiens, je vais tomber sur telle photo, j'avais pas prévu ça, je vais l'intégrer dans mon collage et ça va m'emmener sur un chemin que j'avais pas prévu à l'avance. L'IA, c'est ça, mais multiplié par 200, parce que moi, ce que je recherche là-dedans, c'est la surprise, en fait. C'est ça, c'est créer une image qui va m'interpeller et en prendre un morceau ou la prendre intégralement, mais voilà, ça ouvre vraiment beaucoup de chemins, quoi. Mais après, peut-être que c'est aussi la difficulté. Je pense que c'est on arrive facilement à créer en une journée des centaines d'images par l'IA, alors qu'avant, voilà, rien qu'en faire une dans une journée, c'était et je pense qu'il y a un travail finalement de sélection, de curation même, dans ce qui est créé par l'IA, qui est très très important et qui prend beaucoup de temps. Voilà. Que rajouter? En fait, un processus en tout cas en tant que designer, un processus de design
s'est façonné au fil des années. Moi, j'essaye d'échanger souvent avec mes étudiants sur quels sont leurs processus pour créer des choses. Il y en a certains, ils commencent par du dessin sur du papier, d'autres qui vont direct sur Pinterest, d'autres qui ouvrent direct Illustrator et ils commencent à dessiner, d'autres ils sont sur Procreate sur leur iPad, etc. D'autres ils vont juste discuter au café et ils réfléchissent. Bref, il y a plein de manières de faire. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps, moi, à développer différents processus de design. Et ces processus, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas centré sur une technique ou une technologie. À l'époque, moi, j'ai connu Flash. Ça servait à faire des sites internet. Et puis du jour au lendemain, Steve Jobs a dit Flash, on arrête. Ça sera jamais sur les iPhones. Je connais plein de gars qui faisaient que du Flash. Et c'était leur job. Ils ont tous perdu leur travail. Et donc, ils avaient tout centré sur ça. Pareil, il y a plein de boîtes qui avaient centré tout leur business sur Twitter. Un jour, Elon Musk a racheté Twitter et il a dit non, en fait, on va fermer l'API. Et donc, toutes les boîtes sont tombées. Bref, en fait, centrer tout son processus de travail sur un outil, c'est hyper dangereux. C'est pas du tout pérenne. Et donc, en fait, là où, pour moi, j'utilise l'IA, c'est que c'est un outil en plus dans la boîte à outils pour faire mes projets, pour développer mes idées. Et puis, par exemple, là, je notais, l'idée, c'était de dire, souvent, je pars d'un croquis, d'un texte, ou d'une illustration, ou d'un schéma. Et après, ça peut aller, je prends en photo, parce que j'ai la flemme de le scanner avec un scanner et tout machin. Je prends en photo avec mon téléphone. Depuis mon téléphone sur Discord, je lance Discord, je vais sur Midjourney, je lui envoie mon image et je lui dis maintenant, tu me transformes cette image, il va me générer des choses. Souvent, on a l'impression que les IA, ça nous fait gagner du temps, parce que ça peut générer plein d'images, mais ça peut nous en faire perdre énormément, parce qu'en effet, ça peut générer des centaines d'images, puis on peut se perdre un peu, c'est vrai. Et puis après, cette image que Midjourney m'a un peu transformée, je la remets dans Photoshop, je l'agrandis, parfois je rajoute des bouts, voilà. Parfois Photoshop veut me censurer, donc je contourne la censure de Photoshop. On pourra en reparler, je pourrais vous expliquer comment on fait, mais il y a des moyens de faire ça, notamment sur les corps humains, hein, voilà. Et puis après, je remets ça dans Illustrator, je vectorise tout, je transforme mes courbes de Bézier, puis après à la fin je mets ça sur une affiche, etc., etc. Donc c'est vraiment d'un passage en passage en passage, puis à la fin ça finit imprimé, puis je remets un coup de bombe de peinture par exemple. J'ai fait ça récemment sur un fanzine. Donc au final, c'est venu se rajouter dans un processus, c'est pas venu remplacer des outils, et parfois aussi c'est inutile parfois pour ce qu'on veut faire. Donc c'est un ingrédient qu'il faut pouvoir utiliser à bon escient, mais ni vous, ni toi, ni moi avons attendu justement les IA pour commencer à faire notre démarche de photographe, d'artiste, de designer, pour commencer à créer, tout simplement. Oui, je voulais aborder la question du temps, mais vous avez commencé à y répondre. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à échanger avec les étudiants sur l'IA, je vous cache pas qu'ils sont, pour la majorité, assez réfractaires. Ils disent oui, mais c'est de la triche. Finalement, c'est une façon de gagner du temps parce qu'ils n'ont pas envie de dessiner. Et c'est plus rapide de cette façon-là. Et moi, pour avoir déjà échangé sur ce sujet, je sais très bien qu'au contraire, c'est extrêmement chronophage aujourd'hui de travailler avec ces IA. Bon, je crois que vous avez commencé à y répondre, mais peut-être vous voulez compléter. Mais il me semble que c'est absolument pas la voie de facilité. Je crois qu'on revient toujours à cette question d'outils, c'est-à-dire qu'en tout cas nous dans la photographie et dans l'image, on compare énormément l'arrivée de l'IA avec l'arrivée du numérique, voire même avec l'arrivée de la photographie, si on remet un petit peu les choses dans leur contexte, où on a pu voir vraiment les effets de l'arrivée de la photographie au 19e, qui va faire complètement se transformer en fait la peinture et le métier de peintre, ou de manière un petit peu plus récente, vraiment l'arrivée de la photographie numérique dans la photographie va faire complètement muter le domaine de la photographie, va faciliter, va accélérer des possibilités, va aussi permettre des choses qui étaient quasiment impossibles, ou en tout cas très difficilement et différemment possibles à l'époque de la photographie argentique. Et donc c'est vrai qu'il y a à la fois un côté accélérateur, et ça de toute manière c'est la technologie, elle vient constamment, je pense, accélérer le processus créatif, en tout cas les possibilités. Et en même temps, comme on l'a un peu tous évoqué, c'est vrai qu'il faut que vous preniez un peu ces outils en main pour vous rendre compte à quel point, finalement, pour arriver à quelque chose qui vous intéresse, c'est chronophage. c'est assez embêtant. Et finalement, nous, sur la pratique qu'on peut avoir aujourd'hui de générer des photographies, on gagne quasiment pas vraiment de temps par rapport à une photographie classique. Ça peut paraître comme ça un peu déroutant, mais c'est vrai que pour arriver sur le résultat qu'on souhaite, ça va nous prendre quasiment le même temps, sauf sur des montages très complexes. Mais voilà. Oui, non, je suis d'accord. Le fait qu'on étende finalement son champ de... Par exemple, tu disais
On va créer un dessin, c'est de la triche. En effet, ça peut être de la triche, mais pour quelqu'un comme moi qui sait pas dessiner, qui a pas de formation pour ça ou de talent pour ça, bah, cet outil-là va me permettre de, si j'imagine un élément dessiné dans la composition qui sera le collage terminé, bah, ça me donne cette possibilité-là. Donc ça étend finalement. Je suis pas cantonné à la photo. Je peux dire bah tiens, je vois, j'aimerais avoir un personnage qui ait l'air dessiné ou qui ait l'air peint. Et effectivement, bah, je deviens à ce moment-là une sorte de. Je parlais de curation tout à l'heure. C'est un peu ça. C'est une personne qui fait des choix plutôt que qui. C'est vrai que j'aurais pas dessiné ce personnage, mais je vais choisir. Et je pense que être artiste, c'est ça aussi, c'est choisir à un moment. C'est pas forcément. Moi, je suis pas du tout dans une vision de la virtuosité de l'artiste. J'ai passé 3000 heures à faire cette peinture, c'est pour ça qu'elle a une valeur artistique. Non. Voilà, enfin, c'est ce moment de choix qui peut être très long, effectivement, mais qui, c'est de là que vient la valeur de ce qu'on fait, de ce qu'on recherche, je pense. C'est assez juste, hein, il y a le fantasme du labeur. Plus j'ai passé d'heures sur un truc, plus c'est censé être mieux, et plus on est censé me reconnaître en disant waouh, il a passé autant d'heures sur un projet. Bon, en fait, c'est pas si évident que ça. Ça, c'est un imaginaire. On peut. Ce qui est intéressant dans le terme de dire c'est tricher, ça veut dire qu'il y a des règles. C'est quoi les règles, en fait? Ça veut dire que, ah ouais, en fait, on n'a pas le droit d'utiliser des mock-ups. Est-ce que si j'utilise une typo, faut que je la dessine moi-même? Est-ce que si je vais utiliser des pictos libres de droit, ou alors que j'ai payé, est-ce que c'est tricher plutôt que je les ai dessinés moi-même? Si en effet on triche, ça veut dire qu'il y a des règles. En tout cas, moi, en tant que freelance, j'ai l'impression qu'il y a zéro règle. Je suis en concurrence avec l'international, et des gens qui génèrent des trucs avec des IA pour faire des interfaces, pour faire des logos, pour faire des machins, il y en a plein, tous les jours, tout le temps. Donc en fait, c'est un peu toujours tricher, toujours gagner, quoi. Donc c'est un peu cette règle-là qui est dure, qui est réelle. Et moi, pareil, hein, je fais les Arts Déco de Paris, l'imaginaire de la sculpture, du dessin, passer du temps à analyser une grille de journal, faire de la macrotypographie où on vient régler les approches de paires et tout ça. Ça, je l'ai fait, j'adore et je le fais encore. J'aime ça. Mais par contre, c'est vrai que s'il y a des règles, posez-vous la question de quelles règles. Et ensuite, c'est vos règles à vous. Vu qu'il n'y a pas aujourd'hui, on n'a pas un guide avec les règles du design, de l'art ou du graphisme. Quelles sont vos règles? Et derrière ces règles, il y a votre éthique. Derrière vos règles, il y a votre éthique. C'est-à-dire, moi, j'estime que l'éthique, c'est pas compliqué. Hein, souvent, enfin, on pourrait l'expliquer de façon très complexe, l'éthique. Mais votre éthique, c'est la manière, l'ordre dans lequel vous mettez les choses importantes. Et ça peut changer au fil de votre vie, l'éthique. Hein, c'est pas un souci. Mais de dire, voilà, moi, selon mon éthique, je veux que ce soit ça en premier, puis ça en deuxième, puis ça en troisième. On n'a pas tous la même éthique, évidemment. Et donc, ces questions de est-ce qu'il y en a qui trichent, est-ce qu'il y en a qui trichent pas. Vous avez suivi hein, quand il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans les NFT. Donc tout à coup, ça y est, on pouvait vendre des visuels numériques avec un certificat d'authenticité et gagner de l'argent avec ça. Et puis les revendre et les revendre et les revendre. À ce moment-là, il y a eu, je vais pas dire de pourcentage parce que vous pourriez fact-checker et en fait, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a eu énormément d'œuvres numériques qui ont été volées, pillées à des artistes, etc. Peut-être vous-même vous êtes fait NFTiser vos œuvres, je ne sais pas. Et il y a des gens qui ont gagné de l'argent beaucoup. Et en fait, ça a toujours existé. Sur DeviantArt, il y a eu beaucoup de gens qui ont copié des œuvres d'autres et qui ont fait passer ça. Aujourd'hui, c'est encore le cas, etc. Mais en tous les cas, maintenant sur les NFT, bon, les gens ne pillent plus les œuvres, ils les génèrent rapidement et mauvaisement avec Midjourney ou avec Stable Diffusion ou autre. Mais en tous les cas, pour moi, derrière cette question de tricher, c'est la question de quelles sont les règles. Et essayez d'inventer vos propres règles aussi, votre propre éthique, et parlez-en aussi. Parce que quand vous dites voilà, ça c'est mes règles, bah, en fait les gens ils vont vous attendre au tournant. Si vous commencez à briser vos propres règles, à déroger un peu, à vous arranger avec ce que vous aviez affirmé, eh bien ça va se voir et ça va se savoir. Donc essayez de questionner ça. Oui, puisqu'on parle des NFT, je sais, Julien, toi, tu as diffusé. Oui, tu peux nous faire un retour d'expérience? J'ai l'impression que ce n'est plus le cas.
J'ai un peu laissé tomber. Effectivement, quand j'ai entendu parler de ça, je crois que ça a explosé il y a 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans. J'ai rien compris. Parce que c'est un truc hyper compliqué qui marche avec des crypto-monnaies. Enfin, c'est bon. Je me suis intéressé parce que à chaque fois qu'il y a un truc comme ça nouveau, je m'y intéresse. Mais là, ça me paraissait au-delà de mes compétences. Et puis l'année dernière, des personnes ont un peu proposé de entrer ce monde-là du NFT, c'est-à-dire vendre une œuvre. Alors pour un artiste comme moi qui finalement fait du numérique, je peux pas vendre une toile, un dessin physique. Je me suis dit finalement c'est pas si bête. Pourquoi pas donner une valeur à ce fichier numérique qui est mon original finalement. J'ai vendu quelques œuvres. Bon, ça m'a pas rapporté grand-chose. Moi, je fantasmais sur l'idée, ça y est, je vais vivre de mes créations personnelles et j'aurais plus besoin de faire d'illustration. Mais non, finalement, j'ai un peu laissé tomber parce que ça m'a plus déprimé qu'autre chose en fait. Voilà. Alors j'avais une question également sur la médiation par le texte, parce que ces IA génératives fonctionnent via du prompt, c'est-à-dire une description textuelle. Et j'aurais aimé savoir dans vos parcours de création ce que ça a pu changer dans l'élaboration des images, ce que ça peut changer par rapport à une base de données classique que vous évoquiez tout à l'heure, où vous aviez constitué votre base de données, je ne sais pas comment vous l'aviez classée. Mais du coup, il y a cette idée de classement, de tag des images qui sont techniquement à la base des systèmes génératifs d'images. Et du coup, ce prompt par lequel on accède à la génération d'images. Donc, est-ce que vous pourriez parler un peu de cette matière singulière du rapport texte-image dans les IA, s'il vous plaît? Moi, finalement, le texte, pour moi, dans la génération IA, n'a pas tant d'importance que ça, parce que on peut aussi partir d'images. En fait, moi, je fais beaucoup ça. Je pars d'images de plusieurs styles différents. Ce que je recherche, c'est d'arriver à un style qui, moi, m'étonne, que je n'ai jamais vu, arriver à quelque chose d'étrange qui ne m'est pas familier, en tout cas. Et la meilleure manière... en fait, il y a plein de manières, je pense, d'utiliser l'IA. Alors, on peut faire des prompts très détaillés, enfin essayer de, par les mots, arriver à quelque chose de très précis. Moi, comme je cherche pas quelque chose de très précis, je cherche un style. Moi, j'utilise beaucoup. Je pars d'images. Alors, il faut forcément du texte. Si je veux une femme, il faut que je dise que je veux une image d'une femme, une image d'un homme, une image d'un objet. Mais après, ça se fait beaucoup par des images que je vais créer sur tel système, sur Stable Diffusion, par exemple. Je vais me faire toute une banque de données, comme je faisais avec mes photos trouvées. Une banque de données d'images que j'ai créées et qui me plaisent. Je vais les réimporter dans Midjourney pour essayer de forcer Midjourney à essayer d'arriver à quelque chose qui est... Parce qu'un prompt seul, pour moi, enfin, de mon expérience personnelle, un prompt seul texte sur Midjourney donne une image qui ressemble à des millions d'autres. Enfin, on sent on peut dire qu'une image vient de Midjourney. Il y a quand même quelque chose de... Donc moi, mon but, c'est d'essayer justement d'aller en dehors de ça, de sortir de ce chemin-là. Et moi, j'utilise beaucoup la manipulation d'images, les mélanger, parfois en mettre 5 ou 6 très différentes, des photos, des peintures, pour arriver à quelque chose que je vais essayer ensuite de contrôler. Mais c'est difficile. Oui, c'est une bataille, des fois. Et la bataille est d'autant plus difficile que quand on a une idée trop précise, avec une machine qui peut tout faire, en fait, elle nous rend un peu fou en disant je veux ce truc-là, et on lui réexplique qu'elle est incapable. Et en fait, c'est là où il y a une espèce de mésusage parfois de Midjourney, c'est de dire ok, si je veux une image tellement précise, j'ai qu'à la réaliser autrement. Midjourney, ce qui est intéressant, c'est que parfois il va nous surprendre, de dire je demande un chat, bon, il va me sortir un chat à la manière de Midjourney, donc on voit un peu le style Midjourney, etc. Et en fait, plus on a un vocabulaire, et c'est pour ça que les études de design c'est important, les études d'art c'est important, plus on a un vocabulaire et une culture sur la qualité d'un grain sur une photo, une focale d'appareil photo, un objectif d'appareil photo, si vous êtes sur du papier Fuji ou autre, etc. Ça, vous pouvez le dire à l'IA. La composition, si vous voulez du 2/3, j'en sais rien, du 7/9, tout ça, vous pouvez le dire. Et tout le monde n'a pas ce vocabulaire-là. Tout le monde ne connaît pas plein d'artistes. Et en disant, voilà, avec un personnage qui sera attrait à tel artiste, et puis le coucher de soleil, ce sera la lumière de tel autre artiste.
ou de telle époque picturale, etc. Et en fait, plus vous allez développer un vocabulaire, plus vous serez peut-être parfois à l'aise pour essayer de créer des images qui correspondront à un vocabulaire de pointe. Avant, on cherchait des photos sur des stocks de photos. Ces stocks de photos avaient un vocabulaire très pauvre. C'était souvent décrit un peu, voilà, très basiquement, deux personnes qui se serrent la main, super. Et donc, ça, on va dire, par rapport au langage, c'est hyper important. Sachant que parfois, il faut avoir un certain lâcher-prise en disant, bon, on va voir ce qui est proposé, il ne faut pas qu'il y ait une idée trop précise en tête, sinon ça peut devenir frustrant. L'étape d'après, en ce moment, là, avec la version 6 de Mid-Journée, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez avoir une image de départ, un prompt et un style graphique. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, ce que je fais en ce moment, c'est que je fais un collage sur Photoshop avec des trucs que j'ai pu découper ou que j'ai récupéré, machin. Je fais un collage très moche. Donc, je sais pas, je vais mettre une table, je vais mettre des objets, des machins, etc. Ça ressemble à rien, c'est découpé très, très mal sur Photoshop, voilà. Je l'upload sur Midjourney et je lui dis, bah voilà, tu vas me faire une table avec tout ce qu'il y a dessus. Donc, il va se baser sur mon image de départ qui est très mal conçue, mais il va comprendre la composition et comprendre les éléments. Et après, je vais lui mettre une illustration avec la couleur que moi j'aime bien. Donc, une illustration que j'ai pu faire, ou un truc que j'ai trouvé, ou une photo, j'en sais rien. Et donc, il va faire mon collage moche avec le prompt plus ou moins précis, et avec l'esprit un petit peu de l'image d'arrivée. Et donc, tout ça, il va me le mélanger et il va me pondre mon image. Ce qui est pas mal, c'est que ça, si on manque de mots, et ben parfois on fait l'image complexe et ça génère quelque chose. J'espère que j'étais assez clair. Mais en tout cas, ça fonctionne redoutablement bien si vous voulez créer des images qui sont dans un même esprit graphique systématiquement. Moi, je reprends des dessins à moi et je lui dis, bah voilà, ta référence de style, ce sera mon dessin à moi. Et donc, toutes les images que j'ai demandé de me générer, ce sera avec l'univers. En tout cas, il va s'inspirer de mon univers. Voilà. Ouais, je crois que ce qui est très intéressant qui a été évoqué, c'est que malgré tout, donc cet outil, il est fait d'accidents, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le maîtriser, vous ne pouvez pas le façonner. C'est ce qui le différencie peut-être un peu des outils comme la 3D ou des choses qui sont plus similaires. Et donc, j'ai envie de dire que ça, c'est un des grands défauts, et en même temps, il faut le transformer en qualité. C'est-à-dire que dans notre approche, en tout cas du projet, ce qui nous a vraiment intéressé, c'était justement de voir tous les défauts, toutes les choses qu'on n'arrivait pas vraiment à construire, où est-ce qu'elle nous emmenait et qu'est-ce qu'elle révélait en fait sur l'IA elle-même. Donc je prends quelques exemples très simples. Peut-être à l'inverse un petit peu de la méthode dont vous avez travaillé, nous, on a pris ça comme un défi, on a trouvé ça intéressant justement de ne plus avoir dans notre rapport à la photographie la possibilité de travailler des images. Et donc en fait, on a vraiment pris le parti pris de simplement travailler à partir du prompt, donc simplement du texte. Et ça nous a un petit peu coupé toute notre capacité, en tout cas une grande partie de notre savoir-faire. Et donc on a vu d'une certaine manière qu'il fallait qu'on s'adapte. Et donc on a dû vraiment aller chercher dans notre savoir-faire, mais d'une manière très différente, d'une manière plus littéraire. Et donc à partir de là, on a eu une sorte de défi, c'est ce qui nous a intéressés. Et on a essayé de faire naître des images très différemment. Et avec cette idée, un petit peu comme tu disais juste avant, qu'en fait, on ne peut pas arriver exactement là où on veut. Donc, les images qu'on a en tête, on ne peut pas aller exactement là où on est, là où on veut aller. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le processus de création, ou sinon, simplement se dire que c'est pas un outil fait pour ça. Mais donc, nous, c'est ce qui nous a intéressés. Et à travers, en fait, cet ensemble d'accidents, ce qui nous a intéressés dans notre projet sur l'histoire de la photographie, c'est qu'on voyait que l'IA, d'une certaine manière, nous parlait, en fait, en tout cas, faisait ressortir tous ses défauts. Et lorsqu'on reprend vraiment les premiers mois, les premières années de cette IA générative, on se rend compte que les bases de données sur lesquelles elles sont fondées sont extrêmement biaisées. C'est des outils qui sont américains. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la minorité, les personnes issues de minorités étaient très, très mal représentées à l'époque. Donc, dès que vous aviez des images historiques avec des personnes de couleur, le travail était très mal fait, très, très grossier. Donc, toutes ces choses-là, en fait, elles ressortaient. Et nous, ça a été un des angles vraiment qui nous a intéressés. De même, le rapport à l'image de la femme, extrêmement lissé, extrêmement publicitaire, extrêmement sophistiqué. Le rapport à la nudité, à la censure a été extrêmement complexe aussi. Et donc, toutes ces choses-là, c'est ce qui nous a intéressés. Ça a énormément évolué en 2 ans, donc c'est plus le cas de la même manière. Mais voilà, il faut prendre l'outil tel qu'il est à un moment donné et l'intégrer dans son processus de création d'une manière ou d'une autre. Et donc, en fait, on en revient toujours à la même chose, c'est en tant que créateur, que vous soyez artiste, designer ou peu importe, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer et comment en fait,
cet outil va venir s'intégrer dans ce processus de recherche que vous avez. Est-ce que ça peut être intéressant ou non? Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme un outil absolu qui va faire le travail à votre place. Ça, voilà, pour une utilisation commerciale, ça peut très bien être le cas. Mais dans des recherches un peu plus profondes, un peu plus personnelles, où vous cherchez à avoir un style, à des choses comme ça, évidemment, on ne peut pas le prendre comme un absolu. Au-delà de la simple image, vous serez d'accord avec nous, je pense que vous construisez également un corpus lorsque vous êtes professionnel. Donc on pourrait s'interroger nous aussi sur comment vous pouvez répliquer un protocole pour créer des séries, et donc ce qui va forcément créer votre identité, votre particularité. Donc on parle souvent d'image à l'unité, et comment vous avez mis en place des principes, une technique pour pouvoir l'appliquer sur des séries. Désolé, hein, c'est ici qui rechigne. Donc nous, c'est vrai qu'on s'est rendu compte dans notre rapport au projet que finalement notre culture de la photographie, donc notre expérience de la photographie nous a permis de retrouver vraiment le style en fait des images, en tout cas de se rapprocher de souvenirs fabriqués des photographies. Et donc là, les connaissances techniques, les connaissances un peu scolaires, qu'on peut aussi ne pas avoir si on n'a pas fait d'école, nous ont beaucoup aidé. Comme on disait tout à l'heure, le type d'appareil photo. Donc en fait, on a fait un grand travail de recherche sur chaque photographie de l'histoire de la photo qu'on a voulu recréer d'une certaine manière, réinventer. Et donc le style photographique, le type d'appareil, le style de tirage, le style de lumière, la manière dont les personnages, s'il y en a, posaient la lumière, la manière dont elle agissait sur un environnement, etc. Tout ça, ça nous a énormément aidé en fait à retrouver quelque chose en fait qui rappelle un peu l'image d'origine. Et ensuite, on est sur un descriptif beaucoup plus classique, qui est voilà ce qu'on voit, donc le portrait de telle personne dans un lieu feutré de telle manière, etc. Mais donc voilà, nous c'était vraiment le rapport à la technique d'une certaine manière qui nous a permis de créer cette cohérence. Et c'est vrai que c'est le défi avec ces outils parce que ça part dans tous les sens. Donc pour créer de la cohérence, c'est extrêmement difficile. Et comme tu disais un petit peu tout à l'heure, il y a une sorte d'univers visuel de base que moi je qualifie un peu en tout cas sur Midjourney, une sorte de Disneyland un peu, c'est très très coloré, c'est encore une fois c'est très représentatif de la moyenne graphique, la moyenne visuelle un peu de notre société, c'est très publicitaire. Et donc si on veut sortir de ça, c'est vrai qu'il faut commencer à parler à cette machine en lui apportant un petit peu des visions, des points d'entrée différents. Il ne faut pas que l'outil soit garant de votre processus de travail ou votre protocole de travail ou de la similarité de ce que vous allez faire. Si vous déléguez totalement ça à l'outil, si l'outil change, s'il n'a pas envie, s'il doit payer 2 fois plus cher, vous perdez la main. Et donc en effet, je pense que c'est le designer, l'artiste, l'auteur, le photographe qui doit être garant de la qualité et de le fait que les images soient réplicables ou similaires, en tout cas qu'il y ait une cohérence. Ça c'est dans vos idées, c'est dans votre tête et dans votre démarche. Après les images, à la limite, peu importe, tant que c'est vous qui êtes garant de ça. Les images, vous pouvez les tramer, vous pouvez les remettre en noir et blanc, vous pouvez les redessiner par-dessus, vous pouvez les découper pour en faire des collages. Moi, souvent, je revectorise et après, je retravaille les courbes de Bézier de toutes des images que je peux créer, etc. Et donc, en fait, c'est là où il y aura la différence entre des gens qui prendront l'image comme telle et ils ne feront rien de spécial, et d'autres qui s'en serviront comme un matériau de départ pour ensuite créer et partir beaucoup plus loin. Et c'est ça aussi où on voit aujourd'hui beaucoup d'affiches de concerts, de festivals, etc., qui sont générées avec des IA, où en fait il y a une super image qui ressemble à tous les festivals de concerts folk, un peu avec un joli ciel, des guitares et des oiseaux, machin. Donc ça sent l'IA à fond la caisse, ils mettent juste la typo par-dessus et c'est tout. Ça vient appauvrir clairement la culture visuelle, alors qu'aujourd'hui on a d'autres artistes qui... alors là il y a eu l'affiche des JO, on en pense ce qu'on veut, mais c'est fait à la main, c'est dessiné aux petits oignons par quelqu'un, etc. Voilà, là il y a du travail derrière. Ça se trouve, l'artiste, bon, il l'a pas fait, mais il aurait pu utiliser des IA pour générer des morceaux de visuels, etc. Le fait est que, en fait, le travail de composition, une IA n'aurait pas pu le faire, et que, en fait, c'est lui qui a décidé de mettre les éléments là où ils sont, etc. Donc, il faut que ce soit, en fait, à mes yeux, je pense que c'est l'auteur qui reste garant de cette cohérence et de son point de vue et de son message. S'il a rien à dire, bon, il laisse l'image et il laisse l'intelligence artificielle raconter les choses à sa place, quoi. Très bien, oui.
Alors moi, je voulais aborder la question de l'exploitation de ces œuvres, puisque voilà, il faut bien les vendre. Enfin, si vous voulez en vivre, il y a un moment donné, il faut une économie autour de ça. Ce que j'avais noté, et puis c'était un petit peu le sens aussi de l'introduction de Sonia sur les liens entre les avant-gardes et la fascination pour la machine. Il me semble que le champ de l'art contemporain était prêt à accueillir ces images. On voit, là, il y a encore quelques semaines, il y avait un salon de l'art généré par l'IA qui était organisé à Paris, et les prix de vente de ces œuvres s'envolent. Donc, de ce côté-là, on voit bien que ça pourrait, enfin, il y a des débouchés. En revanche, pour ce qui est du champ des arts appliqués, et c'est un peu notre propos ici, là, les affaires se compliquent, puisque il y a la presse, notamment, signe des chartes de non-utilisation de l'IA. L'édition aussi n'est pas prête à annoncer qu'un livre est entièrement généré par des images fabriquées avec une IA. Donc là, je me posais cette question, tout simplement, est-ce que vous avez déjà rencontré ces obstacles pour commercialiser ces œuvres-là? Est-ce que vous devez mentionner tout simplement aussi à votre commanditaire? Là, je pense à Julien, par exemple, je ne savais pas qu'en fait, tu avais commencé à répondre à des commandes en utilisant l'IA. Moi, la dernière fois qu'on avait conversé à ce propos, tu distinguais bien ta production personnelle et la commande où là, il n'y avait pas d'IA. Là, maintenant, je vois que ça y est, le pas est franchi. Mais est-ce que ça doit figurer dans ta signature, dans ta facture? Est-ce que tu le signales au directeur, aux directrices, voilà, à tes commanditaires? Oui, ça m'arrive de signaler, pas forcément toujours. Mais pour l'instant, j'ai aucune. Enfin, on m'a jamais dit ah non, pas d'IA, on veut pas de ça. Enfin, comme précédemment, pendant 20 ans, j'ai utilisé des photos trouvées. A priori, alors tout dépend de pour qui le client bosse. Si je fais un truc pour de la pub ou pour une exploitation vraiment commerciale importante, en général, les agents, enfin les clients veulent être sûrs qu'il n'y aura pas d'histoire de droit. Donc je suis quand même très limité dans le choix des images. Je vais être obligé d'aller chercher des photos stock assez moches en général. Mais pour la presse, jamais aucun. Enfin, c'est peut-être arrivé une fois ou deux en 20 ans, mais aucun magazine ou journal m'a dit. Non, n'utilise pas de photos. Enfin, ce serait nier totalement la pratique du collage. Parce que le collage, c'est de la. Alors, il y a quelque chose d'un peu hors la loi, oui, dans le collage. On utilise des choses déjà existantes, comme un musicien qui va utiliser des samples, voilà. Donc, pour l'IA, pour l'instant, non, j'ai pas eu de. Bon, ça reste encore pas. J'ai pas fait beaucoup de choses encore de commandes avec de l'IA, ça commence à venir comme tu vois le truc pour le podcast là où c'est vraiment 100% IA là quasiment. Non, les gens étaient plutôt même assez enthousiastes que j'utilise ça et ça ouvrait des possibilités, mais bon, en tout cas de mon point de vue, j'ai pas. Alors nous, on a senti, c'est vrai, on a exposé donc ce projet-là en novembre, au départ, une certaine réticence. C'est vrai par rapport aux collectionneurs. Tout d'un coup, ils ne savaient plus qui était créateur, si c'était les photographes ou l'IA. Il y a eu un petit moment comme ça de flottement. Où finalement, ils ne connaissaient pas non plus le logiciel IA en photographie. Donc il y a eu à la fois la découverte et en même temps la réalisation d'un projet déjà en exposition. Donc à partir du moment où il y a eu une digestion, on va dire, il y a des ventes qui ont été faites, mais plutôt du coup en fin d'exposition, ce qui est assez étonnant. Donc on était un peu surpris, mais en même temps l'accueil a été très favorable. Voilà, la presse était enthousiaste et on a eu beaucoup d'étudiants qui sont venus. On a vraiment eu en termes de visite d'exposition quelque chose qui s'est passé. C'est un sujet évidemment d'aujourd'hui, on va dire. Après, en termes de commandes, c'est vrai qu'on a été approché, par exemple, par un magazine de mode qui nous a demandé de créer une série de modes entièrement en IA. Et donc, on s'est remis sur le logiciel 1 an et demi après, et on a pu voir déjà l'évolution assez étonnante, on va dire, déjà, où la représentation de la femme est quand même de plus en plus parfaite, il y a quelque chose de très réaliste, où finalement, on ne sait plus si c'est IA ou photographie. Et pour le coup, là, on a vraiment affiché l'idée d'un IA de façon assez volontaire. Là, on a été approché par les hôpitaux pédiatriques en France qui aimeraient, avec une association qui s'occupe de réaliser les rêves d'enfants malades.
Et donc, ils sont venus voir nous pour essayer de faire des workshops avec ces enfants-là, de les initier à qu'est-ce que l'IA, et ensuite d'essayer avec l'IA de réaliser leur rêve de quelle est la vision d'un hôpital, de leur chambre, dans leur chambre personnelle. Et je trouve que du coup, là, c'était intéressant. Ça apportait vraiment une nouvelle ouverture et puis un imaginaire comme ça d'enfants qui était assez étonnant. Sur ce sujet-là, en effet, il y a une confusion assez forte quand on parle d'IA, quand on est un designer, artiste ou photographe qui utilise l'IA. Tout à coup, on a l'impression qu'on fait on est prosélyte, on vient vendre l'IA, on vient dire l'IA c'est génial, utilisez tous, etc. Moi, quand j'utilise Photoshop, je parle de Photoshop, personne n'a l'impression que je veux dire allez-y, Photoshop c'est génial, c'est la révolution, etc. Procreate c'est pareil, etc. Et donc il y a une espèce du fait que c'est nouveau, dès qu'on parle de quelque chose de nouveau, on a l'impression qu'on en fait la promotion systématique. Il y a eu la même chose avec les NFT par exemple, avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, etc. Et donc il y a ça. Moi l'IA, je m'en fiche en fait. Si demain ça disparaît, ça ne changera pas mon boulot, et si demain ça mute, ça ne changera pas mon travail. Et sur la question de l'exploitation des images, etc. Avant tout, on gagne de l'argent avec nos idées. Voilà, si demain je vous dis vous arrêtez la photo, vous êtes obligé de faire du dessin, vous allez trouver une manière de créer avec vos idées, vos idéaux à faire de toute manière les projets que vous avez en tête. Et je pense que si tu dis t'as plus le droit de faire du collage, mais je sais pas, tu fais autre chose, tu trouveras une manière d'exprimer ta créativité, ton travail, etc. Je suis persuadé de ça, parce qu'avant tout, on est des auteurs, en fait, quelque part. Sur ça aussi, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu parlais de la retouche des images dans les magazines de mode. Aujourd'hui, on a le hashtag #NoFilter, parce qu'évidemment, depuis quelques années, on a plein de filtres de partout sur les réseaux sociaux. Et donc, du fait qu'il y a une tendance, eh bien, on va créer la contre-tendance. Vu qu'il y a plein de filtres, ça va déformer la réalité du monde. Et donc, il y a le hashtag #NoFilter pour dire regardez, mes photos ne sont pas retouchées. Là, je crois qu'il y a la reine du Danemark ou de Suède, je sais plus, qui s'est excusée platement parce qu'elle avait une photo retouchée qu'elle a diffusée sur un magazine. Mais c'est juste une manche avec un mauvais tampon Photoshop un peu mal fait. Mais les corps n'étaient pas plus retouchés que ça. Et donc, c'est aussi culturel, le fait d'avoir des images retouchées et de s'excuser d'avoir triché ou pas. Aujourd'hui, il y a des réglementations sur les corps dans la mode, dans les magazines, dans la retouche des photos. Je crois qu'on est obligé de mettre un label, un texte pour dire cette photo a été retouchée. Et puis après, aujourd'hui, il y a le hashtag NoIA aussi, NoAI, qui parfois, sur DeviantArt ou sur ArtStation par exemple, où il y a eu des manifestations virtuelles où tout à coup, plein d'artistes s'étaient collectivement concertés pour dire voilà, en même temps, on va tous mettre une image avec écrit IA dessus et barré dessus. Et le site était inondé de cette image-là. Tous les artistes publiaient cette image-là pour dire on est contre l'IA dans notre travail, etc. Et donc, on sent qu'il y a des sujets comme ça qui viennent cristalliser. Aujourd'hui, moi, j'ai personne qui me dit Geoffrey, n'utilise pas Photoshop parce que c'est pas bien. Si parfois je travaille avec des libristes, avec des gens qui font du logiciel libre, etc. Ils me demandent si j'utilise Photoshop ou Illustrator ou Inkscape ou GIMP, etc. Donc on discute s'ils ont des outils favoris. Moi, je travaille avec les outils favoris, ça m'est égal, je peux me débrouiller. Mais j'ai jamais eu encore aujourd'hui de client ou autre qui me dit n'utilise pas d'IA. Et de toute manière, quand même j'utiliserai, ce que je disais tout à l'heure, si je fais une image, je la copie-colle et je la mets, ça va se voir, ça va pas être très beau, ça va pas être intéressant parce que ce sera pas mon travail à moi, ce sera un travail d'IA. À l'inverse, si je pars d'une base, je la retouche, je la retravaille et à la fin, je peux produire une production intéressante avec. Il y a une telle distance dans la manière dont ça a été processé que même si l'IA est passé par là, Photoshop est passé par là, le dessin est passé par là, des pictos libres de droit sont passés par là, le typo que j'ai pas dessiné moi-même est passé par là, et peut-être même que la typo aujourd'hui, il y a des IA qui permettent aujourd'hui de compléter les graisses. Quand vous faites une typo en régular, par exemple, vous faites tout votre alphabet en régular, et ben il y a des IA aujourd'hui qui vous permettent de faire la version bold, la version italique, la version thin, etc., etc. Et donc c'est assez hallucinant. Donc est-ce que demain on va bannir ça se produira peut-être, mais certaines personnes ne voudront peut-être plus utiliser certaines typos parce que la suite des graisses ont été créées avec des IA. C'est des questions qui méritent en tout cas d'être discutées, réfléchies, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans quel ordre en fait les règles du jeu de vos jeux à vous s'appliquent quelque part. Et enfin, une dernière question avant de passer à celle des étudiants. Si vous aviez un conseil à leur donner, lequel serait-il? Ben, Ou des je conseils. ne donne jamais de conseils, mais
D'essayer, en tout cas, enfin peut-être on peut être totalement réfractaire, se poser des questions, ou être curieux, enfin, en tout cas d'essayer. Alors, quand je dis essayer, c'est vrai que je pense que ça demande quand même un investissement. On peut pas dire, tiens, juste je vais une après-midi essayer l'IA ou essayer Midjourney, et puis je pense qu'il faut, bon, il y a quand même du temps à y passer pour voir ce qu'on peut en tirer. Est-ce que c'est intéressant pour ma pratique artistique à moi ou pas du tout? C'est pas enfin, je pense pour moi, c'est un outil qui m'aide, enfin que j'apprécie en tout cas en ce moment d'utiliser, mais c'est certainement pas le cas pour tout le monde. Mais être curieux et être a priori sans trop d'a priori, et voilà. Je vais dire la même chose, hein. Je crois qu'une des chances qu'on a dans notre époque, dans notre génération, c'est d'avoir des tutos YouTube très simples qui vous expliquent en moins de 10 minutes le fonctionnement des nouveaux outils et de vous tenir constamment informé. Moi, je sais que c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant, c'est de voir constamment toutes les nouvelles formes d'outils, tout ce qui existe. On va se servir de 1 ou 2% de ces outils, hein, mais ça permet toujours de voir à travers un tuto ou quoi que ce soit, voilà, comment ça peut s'intégrer dans mes questionnements, dans mes recherches, dans mes expérimentations ou pas. Et à partir de là, tout simplement voir si on a envie de se plonger dedans ou non. Et il n'y a pas de bonne manière de faire, on peut très bien passer à côté. Mais c'est vrai que voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, nous on vient vraiment de l'art contemporain, donc c'est vrai qu'il y a cette approche très libre, hein, de l'expérimentation, et donc il y a beaucoup moins, je crois, ce regard critique. Après, c'est vrai que lorsqu'on est dans une forme plus appliquée, et l'illustration, ça existe dans tous les domaines, même dans la photographie, les photographes de demain qui gagnent leur vie en faisant de l'illustration, et donc c'est pareil dans tous les domaines, ceux qui ne prennent pas, c'est vrai, ce virage IA, je pense que ça va être plus difficile. C'est vrai que ça va être plus difficile d'y échapper. Donc il y a vraiment ces deux approches. Et voilà, il faut gagner sa vie, hein. Donc soit ça marche très très bien comme artiste très vite, tant mieux, mais c'est très difficile. Ou sinon, il faut quand même toujours rester un petit peu au contact de ce qui se fait pour réussir à gagner sa vie sur les commandes et les différentes formes. Pour conclure, c'est vrai que moi, j'ai pas de conseils à vous donner, hein. Je peux me permettre ça. J'aurais pas envie. Et les IA, c'est pas l'IA, mais c'est les IA, il y en a plein, etc. C'est un bouleversement de fou, clairement. C'est pour ça qu'on en parle là. Le code, moi j'ai toujours codé, je code depuis que j'ai 14 ans. Aujourd'hui je code avec ChatGPT et il me fait gagner du temps, il me fait faire des trucs que j'avais jamais réussi à faire ou que j'avais jamais trouvé dans des tutoriels très très loin sur internet. Et donc ça m'aide, c'est pratique. Sur l'image, on en a parlé, mais vous avez vu sur la musique, les chansons, les vidéos, maintenant on fait des trucs de fou avec les vidéos. Même vous, hein, sur les outils parfois sociaux que vous utilisez parfois, avec je sais pas, CapCut, on peut faire des trucs avec des IA, etc. Les enseignants avec la pédagogie, aujourd'hui faire un devoir à la maison, ça sert à rien parce que en fait à l'écrit, je veux dire un devoir rédigé à la maison, moi j'ai 99% des étudiants qui utilisent ChatGPT et j'ai pas envie de corriger du ChatGPT. Donc en fait je connais des enseignants à l'université à Strasbourg qui arrêtent en fait, ils disent je vais plus vous donner de devoirs écrits à la maison parce que ça ne sert à rien vu que je vais corriger ChatGPT et ce sera ridicule. Donc en fait l'IA c'est un gros bouleversement aussi sur la pédagogie. Donc c'est primordial. Après, il y a une privation de liberté derrière ça. Tu disais, faut faire attention de pas, on va pas y échapper, on va pas y couper. Ceux qui ne prennent pas le virage, ça va être plus dur, etc. Moi, j'aime pas quand on me dit ça. J'ai pas envie que je me sente obligé de dire mais si, il faut utiliser cet outil, etc. En général, je suis assez réfractaire à ça parce que j'ai pas envie qu'on me prive de me dire mais si j'ai pas envie d'utiliser, je veux quand même pouvoir travailler et faire ce que je veux, quoi. C'est pour ça que j'ai pas fait plein de trucs aussi. Et voilà. Donc après, c'est des choix personnels qu'il faut respecter, en disant voilà, si vous voulez pas utiliser les IA, vous les utilisez pas, c'est votre choix. Si vous voulez tout faire à la main, moi j'ai des étudiants parfois qui me disent moi c'est zéro numérique, j'adore tout faire à la main, et ben qu'ils y aillent, c'est différent, c'est plus difficile dans certains marchés du design, mais pourquoi pas. Après il faut être malin justement pour savoir comment on va faire. Et en même temps l'IA c'est rien, c'est ultra important, mais c'est d'abord vos idées, vos idéaux, votre message, qu'est-ce que vous avez raconté, vos idées, vos histoires, votre regard sur le monde.
Et après, est-ce que vous avez utilisé les IA? Est-ce que vous avez utilisé la photo? Est-ce que vous avez le dessin, la narration? Ça, ça vous regarde, quoi. Vous allez tester et voir ce qui marche le mieux pour raconter ce que vous avez raconté. Et c'est pour ça que je dis que l'IA, c'est rien, c'est parce que c'est quelque part aussi un dispositif, un support, un outil, en tout cas quelque chose qui vous permet de faire ce que vous avez envie de faire. Et après, c'est à vous de trouver la bonne manière de faire. C'est pour ça qu'il y a aussi des IA, que je le précisais, et qu'il faut jamais centrer son travail sur une technologie uniquement. Parce que comme je disais avec Flash tout à l'heure ou d'autres technos, il suffit que ça tombe, que ça appartient. Là, en l'occurrence, les IA, elles appartiennent toujours à des grands propriétaires très riches. Si demain ils ferment le canal, c'est mort. Et quand au début Midjourney ça plantait régulièrement, dans les open space, je pense que les gens y sortaient en disant je peux plus travailler, qu'est-ce que je fais? Et ben ouais, en fait, faut pas en être dépendant. Donc c'est ce que j'aurais tendance à dire et à ne surtout pas vous donner de conseils. Merci. C'est noté.